Bonjour, je suis Stéphanie Buzine, je suis directrice de recherche à CESI. Donc CESI, nous sommes une école d'ingénieurs. Et donc, pour ce qui me concerne, eh bien, je suis responsable d'une équipe de recherche qui travaille sur l'innovation dans ses aspects principalement humains et organisationnels. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la posture du manager et le rôle du manager vis-à-vis de l'innovation, pour favoriser l'innovation dans son équipe. Alors, sur ce sujet, on peut déjà commencer par apporter quelques éléments qui peuvent sembler assez évidents, mais qu'il est important de rappeler. Donc, des éléments qui sont sous la responsabilité directe du manager, donc par exemple sur la composition et l'animation de son équipe. Donc, ce qu'on voit régulièrement dans les organisations, c'est qu'on peut avoir tendance à recruter des collaborateurs qui ont un peu tous le même profil. Parfois même qui ont le même profil que soi-même, parce que c'est quelque part c'est rassurant. Donc ça, si on a un objectif de favoriser l'innovation, c'est quelque chose contre quoi il va falloir un peu lutter pour essayer de favoriser la diversité. En effet, il y a vraiment de nombreuses recherches qui ont montré à quel point l'innovation était beaucoup plus fructueuse lorsqu'elle venait de la diversité. Donc c'est la diversité qui alimente la créativité au sein d'une équipe et l'innovation. Donc, ce que ça veut dire pour le manager, c'est qu'il ne faut pas hésiter à accueillir, voire même à rechercher des profils un petit peu différents de ce dont vous avez l'habitude. Des gens qui vont avoir en particulier des compétences, on appelle les compétences de découverte. Donc, des gens qui sont créatifs, qui vont avoir des réflexes un petit peu au quotidien dans leurs activités, de questionner, d'avoir envie de tester de nouvelles choses, d'expérimenter, etc. Donc, ces profils, ils vont être intéressants pour l'innovation, mais ils vont être intéressants aussi pour la confrontation avec les autres membres de l'équipe. Alors donc, en tant que manager, c'est pas forcément évident parce que ce sont peut-être pas les profils les plus faciles à manager. Ce sont peut-être pas les plus dociles, on va dire, mais clairement, si on souhaite favoriser l'innovation, il faut prendre ce risque de recruter dans la diversité, d'alimenter et même de désirer la diversité dans les membres de son équipe. Donc voilà déjà un premier point qui semble non pas facile à mettre en œuvre, mais dont on comprend les mécanismes et qu'on peut essayer de contrôler. Il y a un deuxième point qui est sous la responsabilité du manager et qui va être un petit peu plus difficile à capturer et à maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est un point qui est d'ordre culturel. Donc là, je voudrais parler d'une notion qui s'appelle la distance hiérarchique. Donc il y a certains modèles théoriques qui nous suggèrent qu'au sein d'une équipe, si on veut favoriser l'innovation, il vaut mieux avoir une distance hiérarchique plutôt faible. Une distance hiérarchique faible, ça veut dire quelque part que toutes les idées ont autant de valeur d'où qu'elles viennent. C'est-à-dire que les idées du chef, entre guillemets, ne vont pas avoir plus de valeur que les idées de ses collaborateurs ou de ses subordonnés. Donc ça, c'est une distance hiérarchique faible, toutes les idées ont de la valeur. Or, il se trouve que en France, dans notre profil culturel français typique, eh bien, on a tendance à avoir une distance hiérarchique plutôt élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le manager, il y a une prédominance, quelque part, du manager, de l'avis du manager et des idées du manager. Alors, c'est pas mauvais en soi, parce que ça veut dire que cette prédominance du manager et cette distance hiérarchique, il va falloir la gérer dans un objectif d'innovation. Donc, si on a une distance hiérarchique forte, ça veut dire que eh bien, le manager va avoir un avis et un poids important dans les décisions liées à l'innovation. Et donc, quelque part, on peut le voir comme à double tranchant. Si on a un manager qui n'est pas très porté sur les questions d'innovation et qui est un peu réticent ou frileux vis-à-vis de l'innovation, malheureusement, ça risque de porter tort à l'ensemble du processus d'innovation et à la créativité au sein de son équipe. Mais à l'inverse,
Si on a un manager qui est innovant, voire très innovant, ou qui soutient l'innovation, eh bien, au contraire, ça peut être un très puissant levier d'innovation pour l'ensemble de l'équipe. Donc, la distance hiérarchique en soi, elle ne doit pas être vue comme négative, simplement, il faut en tenir compte lorsqu'on gère un processus d'innovation. Donc maintenant, on pourrait aborder la question de se dire, eh bien, le manager, finalement, pour être favorable à l'innovation, quels sont les mécanismes ou les principes, les grands principes qu'il doit suivre. Et donc ça m'amène à introduire une nouvelle notion liée au leadership. Nous, dans nos recherches, on travaille avec un modèle qui s'appelle le leadership transformationnel. C'est un des modèles les plus étudiés, voire le plus étudié, surtout en sciences humaines et sociales, sur les questions de management. Donc, je ne vais pas développer toute la théorie du leadership transformationnel, mais simplement vous donner 2-3 clés de compréhension pour savoir en quoi ça consiste, ce leadership transformationnel. En fait, dans cette théorie, dans ce modèle, il y a 2 grands styles actifs de leadership. Le transactionnel, d'une part, et le transformationnel, d'autre part. Le leader transactionnel, c'est celui qui va tenir son pouvoir du fait qu'il détient les récompenses et les sanctions. Et donc, il va délivrer les récompenses et les sanctions en regard de l'accomplissement d'objectifs à court terme et en surveillant des indicateurs. Donc, le transactionnel, eh bien, il définit des objectifs à court ou moyen terme. Ensuite, on surveille ensemble l'atteinte de ces objectifs. Et puis, au moment du bilan, si les objectifs sont atteints, très bien, tout se passe bien. Si les objectifs sont dépassés, c'est peut-être le moment de délivrer une récompense en particulier, peut-être une prime par exemple, ou un titre, une reconnaissance, quelle qu'elle soit. Et puis en revanche, si les objectifs au moment du bilan ne sont pas atteints, eh bien potentiellement il y a la possibilité de recourir à la sanction. Donc ça, c'est le transactionnel, qui s'attache donc à la délivrance de récompenses et de sanctions sur des indicateurs à court terme. À l'inverse, le transformationnel, lui, il ne s'occupe pas des indicateurs à court terme et il ne s'occupe pas des récompenses et des sanctions. Le leader transformationnel, lui, il détient son pouvoir du fait qu'il donne une vision à long terme à ses collaborateurs. Et cette vision à long terme, elle va susciter ce qu'on appelle des motivations intrinsèques chez les collaborateurs par opposition aux motivations extrinsèques. Ce que j'évoquais tout à l'heure avec les récompenses et les sanctions, ce sont des motivateurs extrinsèques qui viennent d'autrui. C'est le manager qui donne les récompenses et les sanctions à son collaborateur. Les motivations intrinsèques, c'est au contraire, c'est quelque chose qui ne vient pas du manager, c'est quelque chose qui va vibrer, qui va faire vibrer le cœur du collaborateur à l'intérieur de lui-même et qui finalement ne dépend que de lui. Sauf que le rôle du leader, dans ce cas-là, est de mettre en valeur et toujours de mettre au centre, au quotidien, ces motivateurs intrinsèques qui font le sens du travail et le sens de la mission pour les membres de son équipe. Donc voilà d'où il détient son pouvoir. Et alors, comme c'est un modèle, cette théorie du leadership transformationnel, comme c'est un modèle qui est très étudié par la recherche dans la littérature depuis plusieurs décennies, on a énormément de résultats de recherche convergents qui ont démontré que effectivement le leadership transformationnel, c'était un prédicteur positif, significatif de la satisfaction des collaborateurs, de leur engagement, de leur motivation et aussi de leur performance. Et ça, c'est porteur également d'innovation. Pourquoi ? Parce que si je reviens aux notions de motivateurs, extrinsèques versus intrinsèques, on a aussi beaucoup de résultats de recherche qui sont convergents sur le fait que lorsqu'on est motivé intrinsèquement pour une activité, pour un métier, pour un projet, eh bien, on va être plus créatif, on va apprendre davantage, on va davantage développer ses compétences, on va être plus performant que lorsqu'on est principalement ou uniquement motivé extrinsèquement, c'est-à-dire motivé par la recherche de récompenses ou l'évitement de sanctions.
Donc là, on a ces deux domaines de recherche qui concernent d'une part le leadership, d'autre part les théories de la motivation, qui sont tout à fait convergents sur le fait de dire que l'innovation, elle sera stimulée par le fait d'activer des motivateurs intrinsèques et aussi par le fait d'avoir donc un leader qui alimente, qui met en brillance, qui fait reluire ces motivateurs intrinsèques qui sont une vision à long terme, un sens de la mission et une raison d'être. Alors cette notion de raison d'être, ça m'amène à mettre en évidence chez vous, dans votre contexte de travail du ministère de l'Intérieur, une énorme force que vous avez par rapport au secteur privé, au secteur concurrentiel. Cette force, c'est que dans le secteur public, vous avez le droit, voire même le devoir, d'innover pour quelque chose qui sera plus grand, quelque chose qui sera au-delà de la notion de profit ou de croissance économique. Ce qu'on observe à l'inverse dans le secteur privé concurrentiel, c'est qu'aujourd'hui, bien souvent dans les entreprises, on a des injonctions à innover, innover comme un but en soi, comme une finalité en soi. Ou alors, si ce n'est pas une finalité en soi, la finalité plus ou moins affichée derrière, ce sera une finalité de profit ou de croissance. Et c'est d'ailleurs toujours aujourd'hui, à l'heure actuelle, la vision de l'OCDE, l'innovation comme moteur de la croissance, en soi, comme une fin en soi. Dans le secteur public, vous avez la chance, j'espère, de ne pas avoir cette injonction à innover pour le profit, parce que vous avez la possibilité de travailler pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et quand on regarde la raison d'être du ministère de l'Intérieur, on voit des choses magnifiques. On voit que finalement, pour vous, votre raison d'être, c'est protéger les concitoyens et c'est garantir la liberté, les libertés des concitoyens telles que définies dans la Constitution. Donc ça, c'est une raison d'être magnifique s'il en est. Et en fait, l'innovation, pour vous, vous avez la chance de pouvoir innover dans ce cadre-là, dans cette finalité-là. Et c'est ça qui doit vous transporter dans vos projets d'innovation, mais même dans votre quotidien. Et ça, c'est une chance inestimable que d'avoir cette raison d'être qui est d'un ordre supérieur, qui dépasse en fait les préoccupations, notamment économiques. Alors, je ne dis pas que l'économie n'a pas de lien, n'a pas de rôle dans le process, mais simplement ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une fin en soi et que le profit n'est qu'un moyen d'accomplir la raison d'être. Donc, pour revenir au leader et au manager, le rôle du leader transformationnel, dans ce cas-là et dans votre cas, c'est de mettre toujours cette fameuse raison d'être au centre des préoccupations du quotidien, comme un objectif qui active les motivations intrinsèques des agents, des collaborateurs, et aussi comme un outil de pilotage, un outil d'aide à la décision. Quand on a plusieurs possibilités, quand on veut changer les choses, on peut toujours se référer à la raison d'être pour dire, bon, finalement, quelle est la meilleure solution? Qu'est-ce qui concourt le mieux à accomplir la raison d'être? Et qu'est-ce qui fait plus de sens pour l'accomplissement de notre raison d'être? Donc ça, c'est vraiment important et c'est la mission principale du leader transformationnel. Alors, pour vous donner aussi une analogie sur le leadership transformationnel, c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour illustrer. Eh bien, on peut reprendre la métaphore de la navigation maritime et du fait de s'orienter quand on est dans un bateau sur la mer, tempête ou pas tempête, peu importe. Pour s'orienter, on peut utiliser les étoiles. Et donc, la raison d'être, c'est l'étoile. C'est l'étoile, elle est là dans le ciel, on ne l'atteindra jamais. C'est pas comme un objectif à court terme qu'on se dit, bon ben voilà, fin de l'année, on doit avoir fait ça, ça et ça, et on veut atteindre l'objectif. L'étoile dans le ciel, on ne l'atteindra jamais. Donc c'est quelque chose qui nous guide au quotidien, qui nous permet de savoir où on est et où on va, même si c'est inatteignable. C'est quelque chose qui nous fait rêver. Et quelque chose qui nous fait rêver, et ben ça se perpétue tout au long de la vie et même de génération en génération dans une organisation. Donc le leader transformationnel, c'est celui qui montre l'étoile, qui rassure avec l'étoile, et puis qui ne s'attache pas à la navigation à vue au quotidien. Donc qui définit le pourquoi, le sens de ce qu'on fait, et en laissant de l'autonomie sur le comment. Bon, ben là, il y a une tempête, on est obligé de s'écarter un petit peu du cap,
Mais c'est pas grave. Une fois que les repousses seront arrêtées, eh ben, on reviendra, on prendra le cap, notre étoile, elle est toujours là. C'est ça, en fait, le rôle du leader transformationnel. Donc, quand je décris un leader comme ça, peut-être que vous avez reconnu des gens dans votre entourage, vos propres managers peut-être, ou bien des gens que vous fréquentez, ou vous-même. Et puis peut-être que vous vous posez la question de se dire, mince, si mon manager à moi, finalement, il n'est pas tellement comme ça, si lui, il s'attache plutôt au court terme, au quotidien, aux récompenses, aux sanctions, est-ce que c'est perdu pour moi et qu'est-ce que je peux faire? Ben là, j'ai encore une bonne nouvelle, c'est que on a aussi beaucoup de travaux de recherche qui montrent que le leadership transformationnel, c'est comme toutes les compétences humaines, ça s'acquiert, ça s'entraîne, ça se développe, ça s'apprend. Et donc, on peut tout à fait imaginer, en fait, développer le leadership transformationnel chez un manager ou chez un dirigeant ou chez n'importe qui. Et donc, il y a depuis à peu près 20 ans, il existe des protocoles d'entraînement au leadership transformationnel qui ont porté leurs fruits. Donc, il y a des études de recherche qui ont été menées là-dessus et qui ont montré que même au bout de 6 mois, on est capable de constater des effets significatifs, positifs, dans l'équipe d'un manager qui a suivi un entraînement au leadership transformationnel. Donc, on voit une augmentation significative de la motivation, de la satisfaction, de la performance et même incidemment de la performance économique, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas non plus ignorer ce facteur-là, même si ce n'est pas la principale raison pour laquelle on travaille. Donc ça marche. Ces protocoles d'entraînement au leadership, ils fonctionnent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous aussi dans nos recherches avec mon équipe. Donc, on essaye, pour répondre aux besoins des entreprises et des organisations aujourd'hui, on essaye de diffuser, développer quand c'est approprié ce style de leadership transformationnel. Donc, moi, j'ai une de mes doctorantes qui a travaillé pendant plusieurs années, pendant 3 ans, dans une PME industrielle. Et une de ses hypothèses, c'était ça, c'était de développer le leadership transformationnel du dirigeant. Donc, c'est ce qu'elle a fait pendant plusieurs années. Et puis, on a pu mesurer à la fin de sa thèse de doctorat des effets significatifs, effectivement, notamment sur l'engagement des collaborateurs et, de manière générale, le climat social au sein de l'entreprise. Il n'y avait pas spécifiquement d'objectif d'innovation dans cette recherche, mais on sait par ailleurs dans la littérature que tout cela est lié. Donc, l'innovation, elle est liée aussi à la performance, elle est liée aussi au bien-être. Tout cela, eh bien, heureusement, varie ensemble. Maintenant, dans les recherches actuelles, au sein de mon équipe, on a encore franchi un cap. Parce que maintenant, on développe du leadership transformationnel, mais pas seulement à destination des managers. Et donc là, ça m'amène enfin à vous apporter une distinction qui est, je pense, très intéressante et très importante à retenir. C'est la différence entre management et leadership. Le management, c'est une notion qui est liée au monde du travail et qui est liée à un titre ou à une fonction managériale. Le leadership, à l'inverse, c'est pas lié à un titre et c'est pas lié au monde du travail. Un leader transformationnel, s'il est leader transformationnel dans son entreprise, il va aussi être transformationnel dans sa vie privée, dans sa famille, avec ses enfants, dans ses loisirs, avec ses amis, etc. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un titre ni d'avoir une fonction managériale pour exercer du leadership et du leadership transformationnel. Et nous, le cap qu'on a franchi là avec mon équipe, c'est que maintenant, on s'engage dans des recherches où on veut développer le leadership transformationnel au sein de l'ensemble des équipes, auprès de tous les collaborateurs. Donc, pas seulement le manager. On essaye de faire en sorte que chaque membre de l'équipe puisse développer lui aussi sa vision, ses motivateurs intrinsèques et que du coup, ça lui permette de prendre de la hauteur, de guider aussi l'orientation de ses activités et donc l'innovation. Donc, c'est tout ça pour en aboutir à la conclusion que je voudrais apporter, c'est que le rôle du manager vis-à-vis de l'innovation, évidemment, il est très important, il est fondamental, comme j'ai pu essayer de l'argumenter, mais on peut presque dire aussi que cette notion de management de l'innovation, finalement, elle doit aussi diffuser à l'intérieur de l'équipe. Et que même si tout le monde n'est pas manager, tout le monde peut être leader transformationnel et leader de sa propre innovation. Voilà, je vous remercie.